Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'embarque pour un voyage absolument incroyable, celui de la nourriture durant la toute première phase de la digestion. On va décortiquer ça vraiment dans les moindres détails. On le fait tous les jours, plusieurs fois par jour, sans même y réfléchir une seconde. Manger. Mais est-ce qu'on a déjà pris le temps de penser au périple fou qui commence avec chaque bouchée? C'est une mécanique d'une précision hallucinante. Alors voilà, la nourriture entre en scène et la bouche, elle, a une mission bien précise. Transformer tout ça en un petit paquet parfaitement calibré qu'on appelle le bol alimentaire. C'est lui la star de notre histoire, la capsule de transport qui s'apprête à décoller. Ok, mais avant même que ce bol alimentaire commence son périple, il faut qu'on parle du chef d'orchestre, de la véritable tour de contrôle de toute l'opération, le fameux petit cerveau de l'intestin. C'est assez incroyable, mais le tube digestif possède son propre système nerveux, presque entièrement autonome. On l'appelle le système nerveux entérique. Il est tellement complexe, avec des millions de neurones, qu'on le surnomme notre deuxième cerveau. Il gère tout sur place. Et ce deuxième cerveau est super bien organisé. Il a deux grands départements. D'un côté, le plexus mi-entérique, le chef de la mécanique, qui gère les contractions pour faire avancer les choses. De l'autre, le plexus sous-muqueux, lui, c'est le chimiste. Il s'occupe des sécrétions, de l'environnement local. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'intestin est en roue libre. Non, il y a quand même une communication constante avec le système nerveux central. C'est un peu comme un manager de filiale très autonome qui reçoit quand même les grandes directives du siège. Et là, on voit bien cette double commande. Le système sympathique, c'est la pédale de frein. En cas de stress, il ralentit tout. Logique. Et le parasympathique, lui, c'est l'accélérateur. C'est le mode détente et digestion. Il dit à tout le système, allez, c'est le moment de travailler. Bon, maintenant que le centre de commandement est présenté, retournons au point de départ du voyage. Première étape, la mastication, la décomposition mécanique. La mastication, ça peut paraître basique, mais en réalité, c'est un travail de démolition hyper sophistiqué. Le but, ce n'est pas juste de faire des petits morceaux, c'est d'augmenter au maximum la surface de contact de l'aliment pour que la chimie puisse opérer beaucoup plus efficacement juste après. Et pour faire ce travail, on a une véritable équipe de choc. 4 muscles principaux qui bossent en parfaite harmonie. Chacun a son rôle très précis, soulever, abaisser, avancer, reculer la mâchoire. C'est une chorégraphie millimétrée. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que ça commence par une décision, je mâche, mais dès que la nourriture touche le palais, hop, ça devient un réflexe. Le cerveau passe en pilote automatique. La simple pression de la nourriture entretient le mouvement, sans qu'on ait besoin d'y penser. Ok, donc pendant que les dents font leur travail de broyage, une autre usine se met en route en même temps. C'est l'usine chimique, la salivation. Et cette usine, elle ne chôme pas. Regardez ce chiffre, 1,5 litre. C'est la quantité de salive qu'on produit en moyenne chaque jour. C'est énorme, ça représente plus qu'une grande bouteille de boisson gazeuse. Et il ne faut surtout pas croire que la salive, c'est juste de l'eau. Pas du tout. C'est un cocktail ultra perfectionné. Il y a de la mucine pour que tout glisse bien, de l'amylase qui commence déjà à découper les sucres, et même un arsenal de défense avec du lysozyme et des anticorps pour neutraliser les mauvaises bactéries. La fabrication de cette salive est aussi un processus super précis. Ça commence par une pré-salive qui ressemble au plasma sanguin, puis, en passant dans des canaux, elle est complètement modifiée. On enlève du sodium, on ajoute du potassium. Bref, on la transforme en un produit final parfaitement adapté à sa mission. Et là, il y a un détail intéressant. D'habitude, les systèmes sympathiques et parasympathiques s'opposent. Mais pour la salive, les deux la stimulent. Simplement, ils ne produisent pas la même chose. Le parasympathique, c'est pour la digestion. Il produit une salive abondante et fluide. Le sympathique, c'est celui du stress, qui produit cette petite quantité de salive épaisse et visqueuse. Bien, notre bol alimentaire est maintenant mâché, broyé, imprégné de salive, il est prêt. C'est lors de l'étape la plus critique et la plus rapide, la déglutition, le fameux point de non-retour. La déglutition se déroule en 3 actes. Acte 1, le temps buccal, c'est volontaire. La langue pousse le bol vers l'arrière. C'est la dernière décision qu'on prend, parce qu'après c'est fini, on ne contrôle plus rien. Les actes 2 et 3, pharyngien et œsophagien, sont des réflexes involontaires et ultra rapides. Cette propulsion, c'est ce qu'on appelle le péristaltisme, une vague de contraction musculaire parfaitement synchronisée qui pousse la nourriture vers le bas. C'est tellement efficace que ça fonctionnerait même si on avait la tête en bas. Et en 9 secondes à peine, le trajet est terminé. Sur ce trajet, il y a 2 postes de contrôle, 2 gardiens. Le premier, tout en haut, c'est le sphincter supérieur de l'œsophage. Son travail,
restés fermés en permanence pour nous empêcher d'avaler de l'air quand on respire. Il ne s'ouvre que quelques millisecondes, juste le temps de laisser passer le bol. Et puis tout en bas, juste avant l'estomac, on a le deuxième gardien, le sphincter inférieur. Lui, son rôle est peut-être encore plus crucial. Il doit former une barrière étanche pour empêcher l'acide surpuissant de l'estomac de remonter dans l'œsophage, qui n'est pas du tout fait pour y résister. Le problème, c'est que ce deuxième gardien peut être un peu influençable. Certaines choses qu'on consomme tous les jours, comme le café, l'alcool, le chocolat ou les aliments très gras, ont tendance à le relaxer, à lui faire baisser sa garde quand il ne devrait pas. Et qu'est-ce qui se passe quand ce gardien baisse sa garde? Eh bien, on arrive à ce que les médecins appellent le reflux gastro-œsophagien. C'est exactement ça, l'acide de l'estomac qui remonte là où il ne devrait pas être. C'est la cause des fameuses brûlures d'estomac. Tout ce processus qu'on vient de décrire est une pure merveille d'ingénierie, et tout ça est entièrement automatique. Pourtant, l'expérience si banale d'une brûlure d'estomac nous rappelle à quel point cet équilibre est incroyablement fragile. La prochaine fois qu'on prend une bouchée, ça vaut peut-être le coup de se souvenir une seconde de cette symphonie silencieuse qui se joue à l'intérieur.